D'ailleurs, l'affirmation selon laquelle l'État, si on peut ainsi dire, l'entité sioniste, a été fondée en 1948, c'est suite à la Deuxième Guerre mondiale, c'est uniquement une suite chronologique. Si la Deuxième Guerre mondiale n'avait pas eu lieu, ils auraient peut-être leur État encore 10 ou 20 ans après, mais les événements de la Deuxième Guerre mondiale leur ont permis de tirer la couverture de leur côté, et leur but d'avoir un État, il est effectivement, depuis le début du sionisme, au fait, le sionisme de la fin du XIXe siècle est un mouvement qui est dans la mouvance des différents nationalismes qui existaient en Europe à ce moment-là, en Autriche-Hongrie particulièrement. Ce n'est pas pour rien que le docteur Herzl est, à l'origine, il est viennois, il est autrichien. Donc, leur but initial était d'avoir une attitude indifférente même contre la religion, et de donner un ersatz, de donner autre chose qu'ils ont trouvé dans le nationalisme, et à certains égards, de leur propre définition, c'était d'être un État comme les autres. Naturellement, quand on entend État comme les autres, il faut entendre comme les États de l'Europe occidentale, des États impérialistes, car Herzl s'est proposé auprès des grands de ce monde, à l'époque, il disait, si nous recevons une indépendance, une place en Palestine, nous voulons être un rempart contre la barbarie asiatique. Donc on voit dans quelle catégorie ces gens pensaient. D'une certaine façon, dans les milieux où ils étaient, c'est une façon normale, était une façon normale de voir. Toutes les grandes puissances avaient des colonies, se repartageaient le monde, et ils voulaient donc avoir une place similaire. Au début, dans leur pensée, dans l'aspect colonialiste, Herzl ne voulait même pas fonder son projet d'État, qu'il avait appelé État juif. Il ne voulait même pas l'installer en Palestine. Toutes les options restaient ouvertes. Il y a eu un projet de s'installer en Argentine. Il y a eu un projet en Afrique qui est appelé donc, le projet d'Ouganda. En réalité, c'est un petit morceau de terre au Kenya qu'il convoitait, mais ça ne change rien à l'ensemble. Au fait, lui, son but, comme il ressort des écrits qu'il a laissés, et les déclarations aux différents congrès sionistes de son vivant, son but initial était bien d'avoir une terre, mais ce n'était pas encore lié à la Palestine, dans laquelle il pouvait expérimenter de créer, si on veut, un juif avec une identité complètement changée. Il en avait marre de ces grandes masses de pauvres en Europe orientale qui immigraient vers l'Amérique. Et il avait un idéal d'en faire des citoyens à sa façon, de son temps. D'ailleurs, la langue ivrite, l'hébreu moderne, n'existait pas encore. Il y a une parole de Herzl dans laquelle il dit je ne sais même pas comment je devrais commander un ticket de train si c'est en hébreu. Et alors on voit que c'est on voit le caractère artificiel du projet, qui n'est nullement, comme beaucoup le pensent, une prolongation du judaïsme
et a fortiori du Talmud, que ce serait donc le sionisme serait une des applications. Il y en a bien qui essaient de le présenter tel quel. Enfin, on voit quand même dans le fait de l'historique et que ce n'est pas le cas. Maintenant, comment est-ce que les sionistes sont venus à l'idée de s'installer en Palestine? Mais c'est un missionnaire chrétien, au fait, qu'il a suggéré à Herzl, l'ambassade de Grande-Bretagne à Vienne. Je ne sais plus dire son nom par cœur, n'a pas grande importance. C'est lui qui a réussi à suggérer à Herzl que c'est uniquement si les Juifs se désintéressaient, à l'époque encore de son projet, c'est uniquement quand il va se centrer sur la Palestine que sentimentalement il pourra attirer des Juifs de son côté. Et effectivement, dès que Herzl a fait son premier congrès, qui d'ailleurs devait avoir lieu en Allemagne, au lieu d'en Suisse, mais les Juifs allemands ont alerté la police et ils ont dit pour qu'ils interdisent le congrès sioniste en Allemagne, à Munich. Et donc, alors, ils sont partis faire leur congrès en Suisse. Et à ce moment-là, Herzl avait déjà deux, trois personnes religieuses qui ont cru devoir s'associer à son mouvement, mais les sionistes religieux sont quand même restés longtemps encore minoritaires, et nous enseignons par une parabole dans le Talmud, que tant que au début il y avait le bois, les arbres et le fer, et les arbres n'avaient rien à craindre du fer jusqu'au jour où il y a des morceaux de fer qui se sont joints au bois, qu'ils ont fait une hache, et à ce moment-là seulement commençait le grand danger d'être abattu. Et c'est la même chose pour ce qui s'est passé. Le sionisme a réussi à acheter, dans le sens littéral, une partie des Juifs religieux, et qui ont fondé un parti sioniste religieux. Et attention, c'était des grandes têtes, c'est pas des ignares et pas des Juifs qui passent l'après-midi au café à jouer aux cartes, vraiment des grandes têtes qu'ils ont réussi à assurer, à attirer de leur côté. Et sur ce, s'est créé un parti qui au départ se voulait anti-sioniste, mais qui est aussi entré dans le jeu quand ils ont vu que les sionistes s'installaient pour de bon en Palestine. On pensait, oui, on ne peut pas les laisser avoir le champ libre, il faut faire opposition sur place, ce qui est une très noble idée, mais c'est un grand échec. Le parti de l'Aguda. Le parti de l'Aguda, exactement. Tant que les Anglais avaient le mandat sur la Palestine, et comme on le sait, les Anglais, ils ont comme la langue fourchue, ils promettent aux uns une solution et aux autres une autre solution, comme avec leur agent, l'agence d'Arabie. Donc la même chose en Palestine. D'abord, ils avaient prêché, ils avaient dit aux dirigeants arabes, quand après la guerre, nous vous donnerons satisfaction d'avoir une république de Palestine pour être indépendant, et promettait aux sionistes la même chose lors de la soi-disant déclaration de Balfour, qui est bien connue, où ce qu'il promettait donc aux sionistes d'obtenir satisfaction, mais donc tant qu'il y avait
le mandat, les antisionistes sur place et avec leur soutien dans nos pays ici aussi, s'opposaient au sionisme et ils allaient même à ce qui est le précurseur de l'ONU de nos jours, la Société des Nations. Il donnait un mémorandum contre l'autre, contre les sionistes, et prévenait que le sionisme allait avoir comme résultat des crises graves. Et justement, il y a un des chefs de l'antisionisme, le tzaddik le juste Dahan, Israël Dahan, un juif hollandais, qui au départ s'était laissé prendre par le sionisme et est revenu sur ses pas. Et Dahan était un tel danger pour eux, pour les sionistes, qu'ils l'ont assassiné à Jérusalem en 1924. Et après la mort d'Israël Dahan, cela a affaibli, très gravement affaibli le mouvement antisioniste, et il se dessinait quand même déjà à l'horizon que les juifs antisionistes avaient pu obtenir, les Anglais, pendant le mandat, une autonomie religieuse pour bien montrer qu'ils ne font pas cause commune avec les sionistes. Avec les dirigeants sionistes. Avec les dirigeants sionistes, voilà. Et qu'ils ne veulent pas entrer dans le projet sioniste. Et c'est le maximum qu'ils pouvaient obtenir, ce qui était déjà assez faible. Et les sionistes ont posé la question de quand les persécutions nazies contre les juifs ont commencé en Europe, que soi-disant ils sont les sauveurs des juifs, qu'ils doivent venir en Palestine, et leur projet ne s'appelait toujours pas avec le nom Israël, parce que le nom d'Israël biblique, c'est quand les Juifs sont en position de force, quand ils sont vainqueurs. Alors il s'appelle Israël, et Yaakov, comme nous sommes comme maintenant en exil, on a une position faible, c'est l'autre dénomination biblique, mais donc il ne parlait pas encore d'Israël à ce moment-là. Il fallait seulement d'avoir un État juif, déjà avec l'idée de, lorsqu'ils auront leur État qu'ils appellent juif, c'est uniquement pour les gens qu'ils veulent, et les habitants du pays qui y sont depuis toujours, ils n'ont qu'à se chercher une place autre part. C'est ce qui est naturellement comment dit-on en bon français, une route, une insolence absolue, mais c'est le caractère même de l'idéologie sioniste et des sionistes même. C'est donc quel mot est-ce que j'ai employé pour ça? Insolence, oui. Donc c'est l'arrogance et l'insolence même. Et le sionisme est tout à fait à l'opposé du judaïsme. Oui, oui. Et par là, ils ont bien montré qu'ils sont à l'opposé, surtout pendant toute la période de l'exil. Il y a une question ici concernant pourquoi les Juifs ont-ils été expulsés de Terre Sainte. Donc la réponse à la question est les Juifs ont été amenés en Terre Sainte pour y être un peuple saint et pour être, si on veut, une population pilote pour montrer comment les êtres humains doivent être entre eux pour rétablir l'harmonie entre le Saint Créateur et ses créatures. Donc, il devait se comprendre ainsi. Et malheureusement,
à cause de nos nombreux péchés de nos ancêtres, le projet qui est donc biblique, qui est prévu, a échoué. Et la seule possibilité, c'est que soit, à ce moment-là, pour la royauté, on pouvait vraiment l'appeler État, soit l'État juif disparaît, soit les Juifs même disparaissent. Dans notre foi, le Saint Créateur a eu pitié de nous et il a fait cesser l'État et le Temple, et il nous a permis de survivre, toutefois en exil. Et en exil, en étant dispersé. En exil et en état de dispersion, on doit attendre que nous rétablissons, nous repentons, nous rétablissons les fautes et que le Messie vienne nous émanciper et nous rapporter à notre mission, à notre devoir initial. Et tant qu'on est en exil, on n'a pas le droit de se révolter contre les nations. Bien au contraire, dans les pays où nous sommes bien traités, nous devons être reconnaissants envers l'autorité qui nous laisse en paix dans notre domaine, à nous faire pratiquer notre religion et d'être de nos jours même, avec pas plus seulement tolérés, mais avec les mêmes droits et les mêmes possibilités que les autres citoyens. Mais c'est tout à fait contraire à l'esprit du judaïsme de se révolter contre les nations, de leur faire la loi et de faire du chantage sous toutes sortes de prétextes historiques et soi-disant judaïques, de dire donnez encore de l'argent, vous n'avez pas encore payé assez. Donc tout ça, c'est l'extrême contraire et fait perdurer, fait faire continuer l'exil. Et la fin, on ne peut pas mettre nous-mêmes la fin à l'exil, sinon par un comportement qui permettra à Dieu de nous envoyer le Messie et d'y mettre fin. Mais avant cela, on n'a aucun droit de se révolter contre le fait de l'exil même. Et déjà, déjà en cela, le judaïsme est déjà incompatible avec le sionisme, parce que le sionisme, il veut justement mettre la fin d'une façon bizarre, absurde, à l'exil. L'exil est une notion qui n'est pas seulement physique, c'est une notion spirituelle. Et n'ont pas de spiritualité dans le sens que nous avons. Et donc... Justement, il y a un des principes de la foi du judaïsme qui dit que le juif dit tous les jours je crois que le Messie va venir. Et en cela, les sionistes ont failli, parce que la base du judaïsme est en partie l'acceptation de 13 principes de foi selon Maïmonide. Et si un juif n'est pas d'accord avec un de ces points, il se met lui-même en dehors du peuple juif. Et un des principes est que nous attendons le Messie chaque jour, et les sionistes naturellement, ils se disent juifs, mais les sionistes sont un mouvement politique et non religieux, donc ils ne tiennent pas compte du judaïsme et des serments que Dieu a conjurés au peuple juif d'attendre donc le Messie. Et eux, ils ont fait comme une sorte de fin à l'exil que les Juifs doivent vivre en créant donc cette entité sioniste. Et
Naturellement, c'était très grave quand on rompt un serment divin. C'est pour ça que c'est interdit d'être en masse en Terre Sainte pendant le temps de l'exil. C'est interdit pour les Juifs, encore plus pour les sionistes. Les sionistes n'ont rien à voir parce qu'ils font tout en notre nom. Mais le fait d'être interdit d'être en masse, c'est aussi interdit d'avoir un État. Donc, on voit bien que l'État sioniste est vraiment un blasphème contre Dieu et ça jette aussi une mauvaise lumière sur les Juifs même.